Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Pierre, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai ma petite tisane à côté de moi, je suis prêt. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Écoute, c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur la plateforme Marketing Flow que tu as co-créée avec Megan Bouteloup? Ouais, ok. Écoute, moi, en termes de parcours, j'ai commencé ma carrière pro, entre guillemets, en bossant dans des incubateurs et des accélérateurs de start-up à l'étranger. Généralement, j'étais en charge des programmes, faire les appels à candidature, sélectionner les start-up, puis après les accompagner pendant des programmes de 6 mois. Tu vois, par exemple, chez Numa à Bangalore, en Inde. Et après ça, j'ai bossé dans une app de méditation aux États-Unis, où j'étais en charge du growth et marketing, donc comment développer le nombre d'utilisateurs actifs sur une app de méditation. Donc pas mal de startups au début. Ensuite, je suis allé chez Google France en marketing pendant 2 ans. 1 an en marketing, puis 1 an dans l'équipe growth. J'ai quitté il y a à peu près 4 ans maintenant, dans l'objectif d'être indépendant à mon compte et d'accompagner des startups à impact dans leur stratégie de croissance, parce que c'était mes premiers amours avant de rentrer chez Google. La majorité des startups que j'accompagnais, elles avaient énormément de sens dans leur mission, c'est ça qui me plaisait, et de se dire que d'une idée, on peut faire des grandes choses et avoir un impact, c'était trop cool. Donc j'ai commencé à Nantes à accompagner des startups à impact pendant plusieurs années. On a eu des super résultats. Je me suis ensuite associé avec Megan, qui est une amie d'école de commerce, donc Megan Boutelot. Du coup, à la base, je bossais en freelance solo sur ces boîtes-là. Elle est venue, elle, pour amener des nouvelles cordes à l'arc, notamment sur toute la partie ads. Et du coup, on a fait passer plusieurs entreprises à impact positif à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et en vue de ces résultats, on s'est dit, OK, on peut peut-être faire encore plus, aider encore plus de boîtes, puisque on a réussi à aider, je sais pas, 4, 5 boîtes en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, mais c'était pas assez, on voulait aider plus et on avait beaucoup de demandes. Et donc, au fur et à mesure, on a documenté toutes les strates qu'on a mis en place dans un format tutoriel à suivre pas à pas pour aider un max de fondateurs de boîtes à impact, de respo marketing, de boîtes à impact à pouvoir répliquer nos stratégies et internaliser la compétence. Et donc, c'est pour ça qu'en avril 2021, on a lancé Marketing Flow, qui à la base était une plateforme de formation, tu vois, qui était accessible qu'à des boîtes à impact. Il faut postuler, montrer que tu as un impact positif au cœur de ta mission, de ta proposition de valeur. On t'accepte et du coup, tu as accès à plein de tutos. Et puis on est dans une démarche de co-construction avec les membres. Donc à la base c'était des clients et une plateforme. Aujourd'hui on se dit plutôt que c'est une communauté des membres. Aujourd'hui on est 305 je crois, 305 membres. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois avoir tout un aspect communautaire où on s'entraide au quotidien, on s'aide, on fait plusieurs lives par mois, on a un espace communautaire en ligne où on peut se donner du feedback, donner des conseils, se mettre en réseau et se partager aussi nos dernières strates de croissance qui ont marché dans l'objectif de développer nos projets impact le plus rapidement possible. Donc c'est ça le projet Marketing Flow aujourd'hui. Donc vous avez la plateforme Marketing Flow et tu continues en fait à être freelance à côté, c'est ça? Ouais, en gros, comment je divise ma semaine en deux. J'ai 3 jours par semaine, donc le lundi, mercredi et jeudi, où je bosse sur Marketing Flow. Donc là, c'est animer la communauté, répondre aux questions, créer des nouveaux contenus, organiser des lives, organiser des événements physiques. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de fédérer et de créer et de développer la communauté. Et après, le mardi et le vendredi, j'accompagne des startups à impact, des entreprises à impact dans leur strate de croissance. Et donc là, je réfléchis avec eux à la stratégie, puis je mets en place certaines actions moi-même. Tu vois, en ce moment, par exemple, j'accompagne WeDressFair. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace qui rassemble 150 marques de vêtements éco-responsables et éthiques. Et là, ils ont levé 2 millions d'euros, ils ont des super ambitions et du coup, je les accompagne sur la strate de croissance et dans les actions marketing, quoi. Trop chouette. Ils sont dans ma liste à interviewer déjà. Ok. Antoine et Marie sont des personnes très sympas et très inspirantes, donc je pense que ça serait des super invités. Je vais revenir sur la plateforme Marketing Flow. Quand on arrive sur le site, on peut lire cette phrase. Ici, les marketeurs engagés s'entraident et se forment pour décupler leur impact positif. Qu'est-ce qu'un marketeur engagé? Alors pour nous, un marketeur engagé, c'est quelqu'un qui bosse sur un projet à impact positif avec la casquette marketing.
Donc, en gros, nous, on a trois types de membres dans la communauté. On a des fondateurs d'entreprises à impact positif. Donc, ça peut être quelqu'un qui a lancé un e-commerce qui vend des produits bio, recyclés, upcyclés, made in France. Ça peut être un fondateur qui bosse sur, je sais pas, une solution SaaS de bilan carbone, de stratégie RSE. Donc là, c'est un fondateur. Et en fait, souvent, dans une équipe de cofondateurs, il y a une personne qui a un peu plus la casquette communication, marketing. Et donc, c'est cette personne-là qui va nous rejoindre. Et du coup, bah, pour nous, c'est un entrepreneur, mais un marketeur engagé, puisqu'en fait, il a envie de mettre ses compétences en marketing au service de quelque chose qui a du sens et qui a un impact positif. Euh, donc, un responsable marketing. Donc, le deuxième profil, c'est le responsable marketing, bah, du coup, qui pose aussi sur un projet à impact, comme le fondateur. Et l'autre profil, c'est le freelance qui fait du marketing, mais qui accompagne uniquement que des projets à impact positif. Et donc, du coup, il s'engage là-dedans à mettre ses compétences en marketing au service d'une cause, d'une mission qui impacte positivement notre environnement ou la société, quoi. Et le fait de cibler que des entreprises à impact, c'était dès le début du projet ou c'est venu par la suite? Alors, comme je te disais, quand j'ai commencé moi en freelance il y a 4 ans à accompagner des boîtes, j'ai voulu uniquement accompagner des entreprises à impact positif. C'était basé sur mon expérience personnelle et mes valeurs. J'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé et du coup, j'avais envie de mettre du sens dans mon quotidien et que mes compétences professionnelles servent quelque chose qui soit plus grand que moi. Donc j'ai commencé comme ça. Avec Megan, on a toujours été alignés là-dessus. D'ailleurs, on s'est rencontrés en école de commerce dans l'association du Bureau du développement durable, tu vois, dont on en faisait partie. Donc ça vient de là aussi. On était déjà engagés en asso, tu vois, sur ces sujets-là. Donc tous les deux, on accompagnait des startups à impact. Quand on a créé Marketing Flow, la base de la base, on a créé au tout début une newsletter payante. On envoyait une stratégie de croissance par semaine. Et donc là, en fait, le problème, c'est qu'on le faisait avec un outil qui s'appelle Substack, où les gens payaient 9 euros par mois. On est monté à 300 abonnés en l'espace de 5 mois, un truc comme ça. Et on était très frustrés parce qu'en fait, on pouvait pas bloquer l'entrée uniquement à des boîtes à impact. En fait, nous, on voulait vraiment que nos compétences et notre savoir, ils soient uniquement au service de gens qui allaient changer les choses. Et on n'avait pas envie de perdre du temps avec des personnes qui développaient des boîtes, entre guillemets, lambda. Enfin, je pense qu'il y a tout a un intérêt, mais nous, en tout cas, notre temps, on voulait qu'il soit 100% dédié à de l'impact positif. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, après, quand on a lancé la plateforme, et ben, au lieu de simplement pouvoir, comme sur un SaaS, rejoindre, et ben, en fait, il faut postuler et il faut nous dire, en fait, en quoi ton offre et ta mission ont un impact positif, ce qui nous permet, nous, de valider et, avant de donner un accès. Ok, je vois très bien l'intérêt effectivement de vouloir donner accès à ces méthodes qu'à des entreprises à impact parce qu'en fait c'est dans tes valeurs et c'est ce qui t'anime au début, du début. Et est-ce que tu vois en plus une différence dans les manières de travailler, de réfléchir aux stratégies, etc., entre une entreprise à impact et une entreprise normale? Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que avec Megan, quand on a accompagné par exemple les mini-mondes, Smala, Bim Energy et tout, on se rendait pas forcément compte qu'on avait une approche qui était responsable et éthique dans notre marketing. Je pense que c'était un peu ancré dans notre ADN, tu vois. Et du coup, on n'avait pas du tout encore mis le mot-clé dessus, sur ce qu'on faisait. Mais tu vois, on a toujours eu des stratégies marketing qui étaient dans de la transparence, dans de l'apport de valeur, dans le respect de l'utilisateur, dans éviter de le spammer, sur plein de choses en fait qui peuvent être aujourd'hui, tu vois, rassemblées dans, dans, dans le nuage de mots du marketing responsable, entre guillemets. Et donc ça a été vraiment un des gros enjeux aussi, c'est-à-dire que quand on a commencé à aider toutes ces boîtes à impact et qu'elles nous ont rejoints, énormément d'entre elles disaient, moi je veux pas faire de marketing, le marketing c'est le méchant loup, je veux pas pousser à la surconsommation, je veux pas survendre, je veux pas envoyer trop d'emails, etc. Donc nous, on a dû déconstruire auprès de tous ces fondateurs de boîtes qui sont là avec leur trip à vouloir tout changer, mais qui peuvent pas, tu vois, en fait, franchement, le scénario, on va dire, qui se reproduisait souvent, c'est ils arrivent, ils font une campagne KissKiss ou Ulule, ils ont une putain de vidéo, ils ont un super produit, la campagne elle est bien léchée, ça donne envie, ils embarquent tout le monde avec eux et bam, ça décolle. Sauf qu'en fait, une fois que tu as fait ça et que tu as livré, d'un coup, il faut lancer ton site Shopify, tu vois, ou commerce. Et là, d'un coup, en fait, il faut structurer la croissance, développer des leviers marketing, ramener du trafic, le convertir. Et là, en fait, ça devient beaucoup plus dur. Il faut se former à tous ces outils-là, il faut faire les choses bien. Et en fait, il y en a plein d'entre eux qui ne voulaient pas le faire en disant c'est du marketing et moi, je veux pas vendre.
Sauf que pour nous, en fait, le problème, c'était pas tant les leviers marketing, c'est ce qu'on en fait. Tu vois, je me rappelle avoir eu cette discussion avec Mathilde Canales, la respo marketing de La Vie est Belt. Je sais pas si tu vois, La Vie est Belt, ils récupèrent des pneus de vélo, ils en font des ceintures. Je caricature un peu, ils font plein d'autres choses, mais ça c'est clair. Euh, et elle me disait, moi, je disais, est-ce que tu as sur ton e-commerce une séquence d'abandon de panier email, tu vois? Et elle, quand j'ai dit ça direct, elle est en mode, ah non, moi, on fait pas ça, on n'a pas envie de spammer les gens, c'est relou. Pourquoi? Parce qu'en fait, son image du marketing email d'abandon de panier, c'est la redoute ou je sais pas quoi là, où en gros, tu te prends des 24 heures pour valider votre commande, moins 10% à utiliser dans les 48 heures. Et du coup, en fait, vu que tu associes à ça, tu dis c'est négatif. Versus nous, les choses qu'on peut mettre en place et qu'on recommande, ça va être d'envoyer simplement un rappel de la commande, mais aussi pourquoi pas de rappeler c'est quoi les bénéfices de passer par cette entreprise-là, c'est quoi les valeurs, ça contribue à quoi de passer commande dans cette entreprise-là. Et du coup, ça change les choses. Donc on est sur le même levier, mais on l'utilise différemment. En fait, l'idée de se dire que le problème, c'est pas tant les leviers, c'est nous, les êtres humains, ce qu'on en fait. Ça me fait penser, je suis en train d'écouter, d'ailleurs, je viens de finir la série de podcasts Patagonia versus The North Face. Et en fait, c'est qui te raconte vraiment l'histoire des deux entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles se sont créées à peu près au même temps et les cofondateurs se connaissent. Ils étaient amis de cordée, ils grimpaient ensemble. Et de voir comment au fil des années, tu as une entreprise qui avait vraiment objectif, passage en bourse, croissance, 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 et de l'autre, quelqu'un qui avait une vision en mode, bon, bah, on est un peu victime de notre succès, mais on veut essayer d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Comment est-ce qu'on fait ça? Et enfin, je recommande vraiment, je pense que je vais mettre dans les sources de l'épisode, parce que ça met en lumière vraiment en fait, on peut avoir les mêmes outils, mais les utiliser de manière complètement différente pour, euh, pour avoir un impact, on va dire, plus responsable. Comment ça s'est passé, du coup, le lancement de Marketing Flow tu me disais au début, c'était une newsletter. Comment est-ce que vous êtes passé à un modèle plus communauté? Qu'est-ce qui a fait ce changement? Euh, donc en gros, newsletter payante, on est frustré parce qu'on n'est pas capable de sélectionner à l'entrée qui on accompagne. Et en fait, c'est tout bête, tu vois, mais moi, quand il y a quelqu'un qui va répondre à une stratégie qu'on a envoyée en demandant plus de conseils, en demandant du feedback et tout, si je vois que ça boite, je m'en fous. Tu vois, genre ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de passer du temps, tu vois. Je me dis merde, j'ai pas envie de l'aider plus cette personne-là. Enfin, tu vois, je suis très très transparent là. Euh, Versus si c'est quelqu'un qui est en train de faire un truc, qui est en train d'améliorer la société, tu vois. Je suis en mode, mais vas-y, je vais prendre 30 minutes, 45 minutes, je vais envoyer un énorme feedback pour l'aider. Parce qu'en fait, c'est ce qui est important pour moi, c'est la mission qu'on s'est donnée avec Megan. On l'a dans les tripes. Et donc, en fait, on n'est pas radin avec notre temps pour ces boîtes-là. Donc là, du coup, il y avait un désalignement. Donc là, c'est là où on a créé la plateforme, on a rassemblé une centaine de tutoriels dessus, on a lancé. Donc là, on a fermé les portes uniquement aux boîtes à impact. Euh, on a ajouté un espace d'entraide sur la plateforme et en fait un espace d'entraide en se disant tu vois on échangeait par email avec les gens qui avaient des questions, donc c'était aussi dans cette dynamique de plus les aider. On veut un endroit où ils peuvent poser leurs questions pour qu'on puisse leur répondre. Et en fait on croyait qu'avoir un espace d'entraide c'était avoir une communauté, donc là on s'est bien mis le doigt dans l'œil. Et du coup, au fur et à mesure, on a compris que en fait, une communauté, c'est absolument pas un groupe en ligne, c'est pas un groupe Slack, c'est pas un groupe Facebook, c'est vraiment des personnes qui partagent une même vision, partagent des mêmes valeurs, potentiellement un même quotidien, des mêmes problématiques, des gens qui se connaissent, qui se font confiance, qui s'aident. Euh, et du coup, si tu as envie d'aider quelqu'un, enfin, pour aider quelqu'un, pour lui faire confiance, il faut passer des moments ensemble de qualité. Il faut créer des souvenirs, en fait. C'est comme l'amitié. Tu peux rencontrer des gens dans un bar et passer un bon moment. Ça deviendra une connaissance. Mais si tu as envie que ça devienne un ami, il faut mieux peut-être partir en rando pendant 3 jours et faire un bivouac. Là, tu vas avoir le temps de beaucoup plus te parler, peut-être te raconter ton enfance et t'ouvrir. Et je pense qu'à la fin, le degré d'amitié sera beaucoup plus élevé qu'à la personne avec qui tu as bu 2 verres. Et donc, il y a ce truc-là de comment est-ce qu'on fait pour créer beaucoup plus de moments de rencontre. Alors, je dis pas que l'objectif, c'est que tous les membres deviennent best friends, mais tu vois qu'il y a ce sentiment de bienveillance, la glace est brisée à partir du moment où on sait qu'on est membre de Marketing Flow. Et on sait qu'il y a quelqu'un, ça nous met automatiquement dans un mood de bienveillance et d'ouverture vers l'autre,
où on peut prendre du temps pour faire un call en one-one avec quelqu'un pour lui filer un coup de main. On va se rendre à un live, tu vois, on fait un live qui s'appelle le SOS Marketing tous les mois, où tu peux venir écouter la problématique d'un membre et brainstormer avec les autres pour l'aider à se débloquer. On fait des événements physiques, on prend le temps de se voir et de faire un dîner et de se raconter nos vies. Et en fait, l'idée, c'est de passer du temps ensemble pour pouvoir ensuite, après, s'entraider beaucoup plus facilement, être présents les uns pour les autres, se soutenir. Puisqu'en fait, on va pas se mentir aussi, en vrai, créer une boîte à impact, je pense que c'est largement plus dur que créer une boîte tout court. Parce qu'en fait, tu mets beaucoup plus de barrières dans ta mission, dans ton offre, beaucoup plus de cadres sur on veut faire les choses bien. Donc, tu vois, on veut faire du made in France, on veut faire du bio, on veut faire ci, on va travailler avec des fournisseurs comme ça, etc. Le prix potentiellement il est plus élevé. On veut pas mettre de code promo parce qu'on veut pas pousser à la surconsommation. En fait, tu te mets plein de bâtons dans les roues entre guillemets par rapport à ce que font les autres boîtes. Euh, Parce que tu veux faire les choses bien et tout ça c'est dur. Franchement, c'est trop dur. Et en fait, tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui vivent les mêmes choses, qui peuvent te filer un coup de main, qui peuvent t'aider à accélérer en te mettant en réseau, en te faisant des partages d'expérience. Et donc, si on veut que les personnes soient présentes et soient prêtes à s'aider, il faut qu'on puisse passer des moments ensemble et tu vois qu'on apprenne tous à se connaître et à se faire confiance. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de Marketing Flow pour fédérer la communauté. Et concrètement, comment ça se passe? Vous avez des rendez-vous en live hebdo? C'est quoi? Alors déjà, quand tu rentres sur Marketing Flow maintenant, avec Megan, nous, tous les lundis à 11h30, on a un café de bienvenue en visio. Donc en fait, tu viens et on prend juste 30 minutes pour se faire connaissance, comprendre où est-ce que tu en es, c'est quoi tes objectifs avec ta boîte, et pour directement à la fois te mettre peut-être en relation avec les personnes qui vont pouvoir t'aider, ou aussi te dire, bah tiens, tu devrais mettre en place cette strate de croissance-là, celle-là à la suite, donc vraiment aider la personne à avoir le plus d'impact. Mais en tout cas, vu qu'on est une communauté, la première chose, c'est du lien humain entre le nouveau membre et nous, et pas juste une interface en ligne en mode t'es solo, quoi. Euh, Ensuite, il y a l'espace d'entraide où au quotidien tu peux demander du feedback. Et là, nous, on prend vraiment le temps, sans rire, à faire des pavés de feedback pour aider la personne de manière très constructive. C'est-à-dire qu'on utilise un espace qui est un peu comme un forum. Donc, c'est pas un truc comme WhatsApp ou Slack, tu vois, qui sont instantanés. C'est un truc où tu vas poster et peut-être tu vas devoir attendre quelques heures avant que quelqu'un réponde. Mais du coup, ça nous permet aussi de faire des super bons retours constructifs qui vont vraiment aider la personne à améliorer ce qu'elle fait. Et après, tu vois, on a plusieurs moments de rencontre dans le mois en visio. On a les live SOS marketing, donc ce que je disais pour suivre brainstormer sur nos problématiques. On a un live retour d'expérience où il y a un membre qui vient partager une campagne marketing réussie. Là, tout le monde l'écoute pendant 30 minutes et après, tout le monde peut poser ses questions et échanger. Donc là, c'est trop cool, tu vois. Genre, typiquement, en décembre, c'était Amélie Séguré, qui est l'ex-VP marketing de Blablacar, qui venait nous expliquer comment est-ce qu'elle met en place tout le plan marketing chez Blablacar, comment elle le mettait en place, etc. Et on fait aussi d'autres lives de co-construction, et là sur le sujet du marketing responsable, puisque vu que c'est un sujet qui nous torture tous, tu vois. Genre en vrai, c'est un truc qui fait, c'est tellement dur, t'es en mode, ok, je veux pas pousser les gens à la surconsommation, mais en même temps, si je ne vends pas mon produit, genre je fais pas de chiffre d'affaires, si je fais pas de chiffre d'affaires, ben en fait je peux pas me payer, je peux pas payer mes employés, je peux pas développer la boîte, et en fait ça coule alors que j'ai un projet qui a quand même de base un impact positif. Donc il faut trouver cette espèce d'équilibre sur comment arriver à vendre sans être dans le too much entre guillemets. Euh, et donc là-dessus, nous on se fait on se fait des ateliers où on discute tous ensemble sur ces sujets-là pour essayer de trouver un équilibre qui nous convient pour qu'on soit, tu vois, qu'on fasse les choses en pleine conscience et que ça nous semble juste les différentes approches qu'on peut faire en termes de marketing, quoi. Ça, c'est vraiment super intéressant. Je sais que j'ai des questions moi-même pour ma propre création de contenu, mais aussi avec certains de mes clients qui sont à impact, où on sait que chaque contenu qui est publié sur les réseaux a un impact environnemental. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en même temps, si tu veux pouvoir survivre et avoir un peu de visibilité, tu es obligé de jouer avec les règles du réseau en question. Et savoir, par exemple, Instagram, de publier des stories tous les jours si tu veux être visible. Et donc, ouais, ça, c'est le type de question. Trouver le bon équilibre, mettre le curseur au bon endroit pour continuer d'exister et en même temps ne pas faire trop, quoi. Par rapport au guide du marketing responsable, vous l'avez co-conçu, c'est ça? Ouais, en fait, ça c'était en mai-juin 2022. Euh, Justement, là, en fait, ça faisait, tu vois, un tout petit peu plus d'un an qu'on avait lancé Marketing Flow.
et on avait un espèce d'écho. J'ai l'impression que tous les gens avec qui on discutait dans la communauté, tout le monde avait cette torture, tu vois, de faire du marketing, augmenter sa visibilité, mais en même temps, non, on veut pas faire du marketing, on veut pas vendre. Et c'était vraiment complexe, un peu comme un yin-yang qui fait que de s'entretuer au fond de toi. Et du coup, limite, la pire chose, c'est que du coup, au lieu d'être en mouvement, ça t'immobilise. Et du coup, bah, ça, c'est dangereux pour ta boîte, quoi. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est, il y a un vrai sujet là-dessus, et plutôt que de le laisser faire l'autruche, on va essayer de le déterrer, et on va pas le faire seul parce que Megan et Pierre, ils sont bien sympas, ils ont quelques notions, mais ils ont sûrement pas la science infuse. Et s'il y a bien des personnes qui peuvent apporter de la valeur dessus, c'est des gens qui au quotidien vivent tu vois, cette petite torture d'esprit, on va dire. Donc, on a simplement envoyé un email aux membres de la communauté en leur disant, est-ce que vous voulez qu'on en discute? On commence par un premier live d'une heure trente, un atelier pour en parler. Et après, on verra si ça peut nous permettre de sortir un contenu pour pouvoir le partager au plus grand monde dans toujours cette démarche de sensibilisation, marketing éthique et responsable. Donc là, on s'est retrouvé à 35 en call dans une visio, des fondateurs de boîtes à impact, des restos marketing, des freelances. Et là, c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, le résumé de cet atelier, c'était en mode quel bordel. Franchement, avec Megan, on s'était dit, on va faire un atelier et en fait, ça sera plié. Et après, on va faire un petit guide en ligne et nickel, quoi. On est sorti du truc, on était en mode, waouh, le tas de nœuds là, c'est tellement subjectif. Tu vois, il y en a qui étaient en mode, moi, j'ai jamais fait de Facebook Ads ni mis mes produits sur Amazon. Le GAFA, c'est hors de question, c'est pas éthique, j'y verrai pas, tu vois. Il y en a qui sont en mode, bah, moi, les codes promo, je comprends que c'est pas le truc le plus éthique, mais en même temps, j'ai des objectifs à tenir et j'ai genre 20 employés à payer, donc voilà. Tu sens que c'est vraiment tout le monde mettait le curseur différemment par rapport au narratif qu'il avait avec lui-même. Et du coup, c'était hyper riche. Et donc là, en fait, on a pris un peu de recul avec Megan, on a essayé de faire un peu un résumé de tout ça, et on s'est dit, OK, bah, il faut qu'on continue à creuser. Et donc, en fait, on a creusé sur des piliers qui sont ressortis. Sur 4 grands piliers, en fait, il y avait un, la mission de ta boîte, deux, la création de ton offre et ton produit, trois, la promotion de ton offre, et quatre, la relation avec le client. Et donc, en fait, c'est un peu ces 4 piliers qui sont ressortis des discussions et des exemples, des retours d'expérience qu'on a eu pendant le premier. Et après, du coup, on les a abordés dans d'autres ateliers. On est allé en profondeur sur chacun de ces piliers en se disant comment est-ce qu'on intègre la responsabilité et l'éthique à l'intérieur de ce pilier-là. Et donc là, encore, c'est pareil, ça partait dans tous les sens. On avait des Google Docs, tout le monde rédigeait des trucs, on débattait et tout, c'était hyper intéressant. Euh, et après, du coup, avec Megan, on a eu un gros taf de écriture de tout ça. Je pense que le guide du marketing responsable, il doit faire 14 000 mots, je crois, un truc comme ça, avec plein d'exemples, etc. Les membres, la quarantaine de membres, on l'ont relu, ont mis des commentaires. Lucie, qui est membre de la communauté, graphiste pour des boîtes à impact, elle nous a fait une infographie pour le résumer. Et du coup, on l'a sorti le guide le 16 novembre. Donc, tu vois, ça aura mis presque 6 mois entre le moment où on a l'idée et le moment où, en fait, on sort le truc. Et du coup, on l'a sorti gratuitement. Il est disponible en ligne sur le site de Marketing Flow. Derrière, avec Megan, on est monté dans un train et on est allé faire un tour de France. On a fait 5 villes, une conférence dans chaque ville le soir sur ce thème-là pour partager en fait pas du tout la réponse à la question parce qu'on pense pas qu'on a la réponse à la question, mais plus notre travail, notre réflexion. Et c'est un travail qu'il faut continuer à apprendre et à aller en profondeur. Donc, tu vois, typiquement, sur le guide du marketing responsable, il a du coup 4 grands piliers, comme j'ai pu te citer. Il y a 35 bonnes pratiques. Dans les 35 bonnes pratiques, il y en a une qui est réduire l'utilisation de code promo. Et ben, en ce moment, avec les membres, on est rendu à notre deuxième atelier, là, on en a eu un ce matin qui était très cool, sur, du coup, comment est-ce qu'on trouve des alternatives au code promo. Donc là, tu vois, on est en train de deep dive dans une des 35 bonnes pratiques pour aller plus en profondeur. On pourrait le faire avec les 35. Donc ça, c'est un chantier qui va prendre du temps, mais on continue à avancer dessus dans un objectif de nous trouver des solutions pour nos propres boîtes, pour développer notre boîte, faire du marketing, de la croissance, pour qu'on soit aligné, tu vois, avec ce qu'on fait au quotidien. Et aussi, bah, pour essayer de sensibiliser un max d'autres boîtes autour de Marketing Flow ou plus sur ces sujets-là. T'es une boîte à impact, tu sais, t'as du marketing en place, mais tu sais pas s'il est responsable ou quoi. Si tu devais vraiment faire une première action, ça serait quoi en fait pour te dire je fais un marketing responsable? Ok. Alors déjà, peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à Marketing Flow, parce que je pense que c'est un message qui peut
être un peu confus depuis qu'on a lancé le guide du marketing responsable. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut qu'on bosse avec Megan en termes d'image et de positionnement. C'est qu'il y a énormément de boîtes qui pensent que Marketing Flow, c'est une communauté de personnes qui font du marketing responsable. Nous, à la base, la mission de Marketing Flow, c'est d'aider un max de boîtes à impact positif à développer leur croissance. Donc, en fait, on veut que ces boîtes-là, elles prennent des parts de marché sur d'autres boîtes. Donc, nous, notre volonté de base et ce que font les 250 tutoriels de la plateforme, c'est t'aider à accélérer, augmenter ta visibilité, aller chercher des clients, développer ton chiffre d'affaires, etc. Parce que c'est nécessaire pour que tu puisses aller prendre des parts de marché, devenir la norme, tu vois. La couche marketing responsable, c'est une couche qu'on saupoudre et qu'on met par-dessus tous ces tutoriels, mais à la base, on va chercher des résultats, on va chercher des clients, etc. Donc nous, c'est quand même ça, la volonté et la mission de Marketing Flow. Mais on veut le faire de manière bien. C'est comme tout, tu vois, tu as une boîte à impact, tu as envie voilà, tu veux vendre, je sais pas, un produit bio, bah, je sais pas, il y a d'autres choses dans ton entreprise que tu vas vouloir faire bien parce que tu es engagé et tu veux que tout soit bien. Bah, nous, c'est pareil. On fait du marketing, on va chercher des résultats, mais on veut le faire bien. Euh, et donc, du coup, pour répondre à ta question sur je suis une boîte à impact, par où je commence, bah, tu vois, si on prend le premier pilier du guide du marketing responsable, c'est sur la mission. Comment est-ce qu'on intègre la responsabilité au cœur de la mission? Je pense que ce qui est très important quand on commence, en tout cas en marketing, et ça c'est la méthodologie Marketing Flow qui est dans notre plan d'action, c'est avoir un persona qui est très très clair. Donc ta cible, c'est qui? C'est quoi ses problématiques, ses envies? Comment est-ce que tu peux y répondre? Donc en fait, être très très clair sur à qui est-ce que tu t'adresses pour l'aider à travers l'offre que tu proposes. Et derrière, du coup, quand tu as une connaissance très fine de cette personne-là, donc pour avoir une connaissance de cette personne-là, il propose de faire un questionnaire, tu vois, un sondage avec plein de questions pour comprendre qui elle est, sa situation actuelle, son objectif, ses problématiques, etc. Basé là-dessus, l'idée c'est de faire, tu vois, des visios avec ces personnes-là pour pouvoir mieux comprendre encore plus de manière qualitative qui elles sont. Quand tu sais à qui tu t'adresses, l'idée après, ça va être de te positionner. Et donc là, le positionnement, c'est quoi ta vision, ta mission, ta proposition de valeur. Et donc ça, il faut que ça soit limpide, il faut que ça soit clair. La vision, c'est je veux que ma boîte, elle permette de créer quel monde plus tard. La mission, c'est comment je vais y arriver, tu vois. Et la proposition de valeur, c'est qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je fais. Tu vois, si si on prend, tu vois, genre, je sais pas, Marketing Flow, nous avec Megan, alors on est un peu idéaliste, mais c'est un truc qu'on a noté noir sur blanc il y a 2 ans. C'était, en fait, on rêve d'un monde où les actions que nous on fait au quotidien, que l'être humain fait au quotidien, il n'est pas d'impact négatif sur l'environnement et la société. Puisque ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on fait la moindre chose, il y a une émission de CO2 qui part. Euh, et donc, du coup, la mission, c'est de se dire comment est-ce que l'on fait pour en fait, que toutes les solutions innovantes à impact positif, elles deviennent la norme et qu'en fait, il n'y ait plus que ça. Il n'y ait plus que des choses qui ont un impact positif. Et du coup, la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on rassemble les fondateurs et les responsables marketing et les freelances dans une communauté et on les aide à s'entraider, à se partager les meilleures pratiques et stratégies de croissance pour aller prendre des parts de marché et y être. Donc, tu vois, avoir une espèce de positionnement qui soit très, très clair. Et donc ça serait, je pense, la base en mode persona, positionnement, et puis le petit dernier, c'est product market fit, s'assurer que en fait, ton offre, elle rencontre bien une demande qui soit forte, on appelle l'attraction. Donc ça, c'est ce que, en fait, mais ça, c'est plus de l'entrepreneuriat et du marketing en général. Après, une fois qu'on se dit l'impact, du coup, c'est de mettre l'impact positif au cœur de ta mission. Et après, je pense que dans des choses assez faciles, entre guillemets, il y a un gros onglet, on va dire, transparence sur tout ce que tu fais. Donc, tu vois, tu es une jeune marque, par exemple, qui vend un produit en B2C sur un e-commerce. Raconte-nous, avec énormément de transparence, qui sont tes fournisseurs, comment sont faits tes produits, la composition, comment est fait ton prix, pourquoi tu l'as fait, c'est quoi ton histoire, euh, c'est quoi tes objectifs, etc., etc. Tu vois, genre vraiment amener énormément de transparence dans toute l'expérience, dans le parcours d'achat, pour rassurer les personnes, les visiteurs et donner envie d'embarquer dans l'aventure, quoi. Et puis créer une base de relation qui soit saine et honnête aussi. Je pense que ça, une des grosses
base aussi de ce marketing responsable, c'est de plus voir la relation client comme un jeu de tromperie pour essayer de vendre plus, mais vraiment une relation qui va dans les deux sens. Ouais, et tu vois, par rapport à ça, je pense qu'il y a, bah, c'est une des bonnes pratiques du guide du marketing responsable, c'est ne pas hésiter à partager ses défauts et de la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose en psychologie qui est assez puissant, c'est-à-dire que si moi là je te dis, franchement, je suis une buse en Facebook Ads, ce qui est vrai, parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Par contre, en emailing, je me débrouille bien. En fait, là, c'est automatique dans ton cerveau. Tu te dis, bon, bah, en emailing, il doit plutôt bien se débrouiller. Si en fait, il me dit qu'il est pas bon là, parce qu'en fait, du coup, j'arrive à jauger, tu vois. Si je te dis juste, je suis bon en emailing, en fait, tu as zéro comparaison, tu vois, pour me dire est-ce que. Nanana. Donc, en fait, le fait aussi, et d'ailleurs, je crois que c'est Veja qui a fait ça très récemment, ils ont une page sur leur site où ils expliquent tout ce qui, les limites de leur modèle et tout ce qui va pas. Et du coup, je trouve que ça renforce encore plus ce qu'ils font de bien. Et puis aussi, ça permet, en partageant ses défauts et ses limites, de partager aussi une certaine roadmap de choses dont tu peux t'améliorer auprès de tes clients, tes visiteurs, et de dire, tout ça, on le fait pas encore bien, mais voici ce qu'on a prévu dans les prochaines années. Et ça renforce aussi, du coup, ce que tu disais, la confiance, parce que tout n'est pas tout beau et tout n'est pas parfait, quoi. Mhm. Loom l'a très bien fait aussi, je trouve, dans sa communication, dans sa première newsletter de l'année, où ce qui était 2022, on est crevé. Je crois que c'était le sujet, quelque chose. Ah oui, je crois que je l'ai vu. Ouais. Et où justement, il faisait le bilan de l'année en mode, bah voilà, les trucs où on est super content, genre ça a bien marché. Mais là, on pense qu'on aurait pu faire mieux. Sur tous ces sujets-là, on voudrait faire mieux. On est bloqué pour telle X ou Y raison. Mais j'aurais trouvé ça très, très intéressant. Et ça crée de la proximité avec la marque aussi, parce que tu rentres dans les coulisses de l'entreprise. Et ça change tout, et du coup aussi en termes de fidélisation, etc. Mm, mm. Et est-ce que du coup, il y a des actions aujourd'hui que tu ne fais plus ou que tu ne recommandes plus en tout cas à tes clients quand il s'agit de faire la promotion de leurs produits ou de leurs services? Alors moi, je suis un grand partisan de do things that don't scale, tu vois. Donc en gros, c'est comment faire, en fait, à chaque fois que tu essaies d'automatiser des choses, tu vois, par exemple, je sais pas, du démarchage sur LinkedIn par DM avec un outil comme Wallaxy, comme Lemlist par email, etc. Tu vas prendre du temps à faire le truc, à scraper les données, à essayer d'avoir un message, etc. Franchement, le potentiel de chance que ça marche bien, hein, et que ça soit bien reçu est quand même assez faible, versus en fait prendre le temps de vraiment s'intéresser à la personne, d'apporter de la valeur, de créer la relation, etc. Alors je ne dis pas que tu ne peux pas le faire en automatisant, mais je pense qu'en fait, et je pense que l'automatisation est quelque chose de très puissant, je pense qu'en fait 99% des gens ne savent pas bien le faire, et du coup ils devraient mieux ne pas le faire. Euh, Parce que c'est très dur d'automatiser at scale avec énormément de personnalisation et faire des choses bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très frustrant. Les gens se disent, j'automatise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je scrape des données, je les mets dans mon logiciel, je shoot. Non. En fait, l'automatisation, elle doit se faire au moment où tu as besoin d'envoyer. Par contre, le temps de recherche avant sur les personnes, sur comprendre où ils en sont, le contexte, interagir, créer la relation, ça prend un temps de dingue. Et après, du coup, quand tu as toutes les infos, quand tu as déjà. Là, tu peux peut-être automatiser l'envoi à, je sais pas, 20 prospects, mais parce qu'en fait, tu as déjà toutes les infos et les gens ne veulent pas faire le taf, tu vois. Ils veulent pas prendre le temps de faire le truc et du coup, après, ils se disent, j'ai pas de résultat. Et du coup, tu as dit, bah, faut faire ça, ils disent, bah, j'ai pas le temps. Mais oui, mais du coup, si t'as pas de résultat, faut peut-être mieux prendre le temps, non? Donc, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire les actions qui ont de l'impact versus essayer de vouloir constamment tout automatiser, etc. Tu vois, le fait de spammer, tu vois, typiquement, je sais pas, genre, avec Marketing Flow, par exemple, on ne fait pas de code promo et on veut pas en faire. Donc ça, c'est clair que pour nous, c'est un levier. On sait que si on utilisait un code promo, on disait voilà, il y a moins 50%, comme le font beaucoup de. Alors nous, on n'est pas vraiment une formation, on est un peu hybride, on est une communauté avec des tutoriels. Mais il y a plein de formations qui vont être en mode moins 50% pendant 48 heures. Bah là, c'est là où ils font peut-être leur plus gros chiffre d'affaires, tu vois. Nous, on le fait pas, et du coup, bah, ça a clairement un impact sur notre croissance. Du coup, on a une croissance qui est beaucoup plus mesurée, qui va pas être d'un coup forcément exponentielle, etc. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie que les gens payent pas le vrai prix. Et on veut que les gens nous rejoignent parce que aussi ils veulent nous rejoindre et pas parce que c'était moins cher. Tu vois.
Après, vous avez quand même cette logique de prix qui augmente de manière régulière, qui fait que il y a, enfin, c'est pas une promotion, mais il y a aussi ce truc d'un moment donné, le prix va changer. Donc bon, si je veux pas louper cette opportunité, c'est maintenant. Ouais, alors bah, effectivement, tu vois, quand on a lancé Marketing Flow, donc nous, on est toujours dans cette démarche de co-construction. Donc quand on a lancé Marketing Flow, la plateforme en avril 2021, le prix était de 500 euros hors taxe. Dans une démarche de se dire, ça peut pas être le prix final. En fait, c'est juste que là, plutôt que d'attendre de 2 ans de plus pour le lancer et de le sortir à 1500 ou 2000 euros l'année, bah, lançons-le maintenant et améliorons-le avec les membres et commençons à co-construire une communauté cool. Là, aujourd'hui, le prix, il est à 800 euros hors taxe. Le 1er avril 2023, du coup, il passe à 900 euros hors taxe, parce qu'en fait, on a choisi que tous les 6 mois, il allait augmenter de 100 euros. Euh, Ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, déjà, tu sais déjà qu'en 2026, le 1er avril 2026, peut-être, je crois, il sera à 1500 euros hors taxe. Tu vois. Donc, en fait, genre, oui, il se passe qu'il y a des gens qui se réveillent, genre 3 semaines avant, 2 semaines avant le prix. Mais là, je te le dis déjà, en fait. Hein. Dans 3 ans, dans 2 ans et demi, il sera à 1500 euros hors taxe, tu le sais. Donc, en fait, le FOMO, je te le balance pas au bout de 48. Il n'y a pas de surprise, tu vois. Et c'est comme ça qu'on essaie de limiter. Et en plus, le fait qu'avec Megan, on est seulement deux, alors bien sûr, on a une communauté, il y a énormément de membres qui sont hyper actifs et qui nous aident à faire plein de choses, mais on est quand même deux à faire la majorité du taf derrière Marketing Flow. Et du coup, en fait, 6 mois, ça nous laisse le temps d'améliorer l'expérience, de tenter des choses, de créer plus de contenu, d'ajouter une meilleure expérience communautaire pour aussi valider le fait que on augmente le prix et que c'est justifié par rapport à toutes les nouveautés qu'on a ajoutées sur l'expérience. C'est marrant parce que je trouve que du coup, psychologiquement, ça donne un effet que ce que je vais acheter aujourd'hui, si je sais que tous les 6 mois, ça prend de la valeur, enfin, que ça va augmenter en valeur dans le temps. Alors que, à l'inverse, par exemple, quand on achète quelque chose et qu'on sait qu'en fait, enfin, tu vois, genre, je sais pas, tous les X temps, il y a des soldes et le truc est bradé. Enfin, j'ai un peu l'impression que si je l'ai pas acheté en solde, dans tous les cas, je vais me faire avoir et j'ai cette espèce de frustration de mon produit ou le service que j'achète va perdre de la valeur dans le temps, quoi. Donc ouais, je trouve ça intéressant comme approche. Et sachant que c'est ce que tu disais, effectivement, les personnes qui nous rejoignent à un prix, ils restent à ce prix tout le temps. Donc les personnes qui ont rejoint en avril 2021 à 500 euros hors taxe, en avril de l'année d'après, ils renouvellent qu'à 500 alors que le prix, il est peut-être à 700 ou un truc comme ça. Donc ça, c'est pour remercier les gens qui nous font confiance depuis le début. Et franchement, il faut le dire, les tout débuts de Marketing Flow, c'était pas la folie. Comme je disais, dans l'espace d'entraide, il y avait pratiquement personne qui interagissait. C'était pas la meilleure expérience. On faisait zéro live, on faisait pas d'événements physiques. Donc ils nous ont fait confiance et on les remercie de cette manière-là. J'ai une question, je pense qu'on a déjà quand même pas mal répondu, mais j'ai quand même envie de la poser. Est-ce qu'une entreprise qui n'est pas à impact peut faire du marketing responsable? Je pense que si on devait faire une réponse rapide, enfin pas rapide, ce serait pas le mot, mais tu vois, on pourrait dire oui, dans le sens où on pourrait dire oui en mode, bah, enfin tout dépend ce qu'on entend. Encore une fois, c'est quoi la définition de marketing responsable, ça englobe quoi, etc. Mais tu vois, si on se dit c'est de respecter l'utilisateur, c'est de pas spammer, c'est pas de machin, tu vois, je dis n'importe quoi. Tu pourrais dire, voilà, on fait attention à l'expérience utilisateur, on apporte de la valeur, on réduit pas les prix, etc. Le truc, c'est que je pense que la responsabilité, euh, en fait, le marketing, au final, c'est très lié à ton offre, ce que tu vends, tu vois. Genre, aujourd'hui, on associe encore une fois le marketing à c'est faire des ventes, c'est tu vois machin. Mais en fait, le marketing à la base, c'est une étude de marché. Euh, c'est le positionnement, c'est la création de l'offre, etc. Et d'ailleurs, dans le pilier numéro 2 du guide du marketing responsable, on parle de ça, de l'importance de l'étude de marché pour s'assurer qu'il y a bien un besoin réel, qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, et que ce qu'on va créer, on va le co-construire pour que ça soit bien utile, puisqu'il y a ce côté, cette nécessité d'utilité et de durabilité dans un marketing responsable. Donc je dirais non du coup à ta question, parce que si la responsabilité n'est pas au cœur de l'offre et de la mission de l'entreprise, en fait derrière, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, elle va pas forcément être transparente, elle va pas forcément, tu vois, essayer de faire les choses bien, etc. Pour pouvoir développer une stratégie de marketing responsable à 360 degrés, il faut qu'au cœur du cœur, déjà, ça soit hyper sain et responsable. Sinon, en fait, ça va être très dur de pouvoir le laisser transparaître sur tous les autres critères, entre guillemets, quoi. Très clair. C'est quoi la suite des projets pour Marketing Flow? Bah écoute, la suite des projets,
L'idée, c'est d'aller se la couler douce aux Bahamas avec un petit mojito. On a pris nos billets d'avion, on va faire un tour du monde avec Megan. Non, pas du tout. La suite en fait, comme je te le disais, j'ai l'impression qu'avec Megan, chaque jour, on comprend de mieux en mieux ce que c'est une communauté. Moi, c'est Marketing Flow, c'est pas mon premier projet entrepreneurial, mais je pense que c'est le projet le plus dur que j'ai jamais fait. Parce que pour moi, créer une communauté, c'est quelque chose qui est très très dur. Euh, Parce qu'en fait, c'est créer, comme je disais tout à l'heure, des relations humaines entre les gens et des relations qui soient cool. Et ça prend du temps. Et c'est pas un truc que tu peux hacker, accélérer, etc. Bien sûr, tu peux mettre en place plein de bonnes pratiques. Mais tu vois, il y a un temps que tu dois allouer et tu dois montrer l'exemple et être résilient, etc. Et du coup, là, on a vraiment envie de continuer dans cette démarche avec Megan à mettre en place des choses pour qu'une personne qui rentre sur Marketing Flow se sente super bien entourée, qui puisse obtenir de l'aide très facilement, qui puisse accéder, tu vois, à des stratégies, déjà, en fait, ce qu'on met en place, mais le faire toujours de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu arrives sur Marketing Flow, il y a plein de stratégies que tu peux répliquer pour développer ton chiffre d'affaires. T'arrives en live, on te file un coup de main, c'est bon délire, t'as besoin de faire un partenariat de co-marketing, les gens sont dispo, acceptent le call direct parce que tu fais partie de cette communauté. Donc on a vraiment envie de continuer à développer ça. Donc tu vois, là avec Megan, on a pris la décision tous les 2 mois, on va aller dans 2 à 3 villes de France pour voir les membres en physique. Et c'est un truc qu'on a déjà fait 2 fois l'année dernière, mais mais à chaque fois on allait dans des grandes villes de France. Donc on a fait Marseille, Lille, Paris, Nantes, Lyon. Et donc là maintenant on a envie d'associer une grande ville avec une plus petite ville pour pouvoir aussi être inclusif avec les membres qui sont dans des plus petites villes. Donc là typiquement début mars on va faire un petit déj à Marseille le lundi, un after work à Lyon le mardi soir et un dîner à Clermont-Ferrand le mercredi soir. Donc on va faire, je sais pas combien d'heures de train, tu vois, mais on va pas mal bouger. Toujours dans cet objectif de mieux connaître et de faire en sorte de mieux connaître les membres, que les membres apprennent à mieux se connaître et de continuer à s'aider à développer nos boîtes à impact plus rapidement et faire en sorte qu'elles deviennent la norme le plus vite possible, quoi. Pierre, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Je pense à arrêter d'appuyer sur l'accélérateur, se mettre un petit peu en roue libre 2 secondes, regarder ce qu'on fait et essayer de faire moins mais mieux. Faire les choses bien et surtout essayer de. Je pense qu'il y a des fois on fait trop de trucs qui sont pas nécessaires et en fait, je pense que c'est. Alors tu vois dans le processus du growth marketing, c'est de se dire, tu vois, c'est on va prendre une KPI, une métrique, donc par exemple, je sais pas, le taux de conversion sur ton site, et puis en fait, on va tester quelque chose, et puis on va regarder la semaine d'après, est-ce que ça a augmenté le taux de conversion, puis on va itérer chaque semaine en testant des choses, etc. Donc, tu as quand même besoin d'être dans cette démarche itérative, régulière, de tester des choses, etc., pour améliorer ce que tu fais. Et tu as besoin d'avoir ce rythme pour vraiment créer de la croissance. Mais de temps en temps, ça fait du bien de ralentir un peu et d'enlever des choses plutôt que de vouloir toujours rajouter. Et c'est des choses qu'on fait avec Megan pas mal sur Marketing Flow, sachant que tu vois, comme je disais, on est deux, on a 3 jours par semaine. Donc en fait, il y a un moment, ça rentre plus dans la semaine. Et en fait, on décide simplement d'enlever des choses plutôt que d'empiler et peut-être de remplacer avec des choses qui sont peut-être plus intelligentes, plus responsables, qui ont plus d'impact. Tout est un peu lié. Euh, voilà, je dirais ça. J'aime bien l'image, effectivement, d'arrêter d'appuyer sur l'accélérateur et d'être toujours plus. Il faut rajouter ça, être présent sur tous les canaux, etc. Ça me parle très bien. Selon toi, si je devais inviter quelqu'un sur le podcast pour parler marketing responsable, ce serait qui? Du coup, Marie et Antoine, ça serait très cool. Je pense à Marie, du coup, avec qui je bosse pas mal sur tous ces sujets-là. Tu vois, là, c'était des soldes en, en janvier, et du coup, tu vois, ils ont leur opération de solde libre, où ils proposent à leurs visiteurs et clients de choisir entre un code à -10, -20 ou -30% en expliquant l'impact sur l'entreprise quand tu prends du -30. Et c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que dans les datas, il y a quand même une majorité, il y a peut-être 8 à 9 personnes sur 10 qui prennent le plus gros code promo. Mais en même temps, ça fait partie de cette truc de sensibilisation tu vois, tu fais un choix, chaque achat est un vote. Et au moins, peut-être que ce moment-là, tu n'auras pas fait ce choix-là, peut-être que tu n'avais peut-être pas les moyens aussi sur le moment, tu vois.
Et c'est cool de rendre ce fringue-là accessible, mais tu vois, au moins c'est une action, c'est une étape, une friction dans le parcours d'achat que l'entreprise ajoute pour sensibiliser. Et il crée aussi plein d'autres contenus et choses pour sensibiliser sur ces sujets-là. Euh, donc je pense que ouais, Marie ou Antoine, ou les deux d'ailleurs, en même temps, c'est des super intervenants. Trop intéressant. Le fait de rajouter une friction finalement pour avoir cet instant de réflexion en plus qu'on essaye d'enlever dans toutes les autres plateformes de e-commerce pour éviter de penser et surtout sortir la carte bleue. Mais tu sais que je me suis rendu compte aussi tu sais, dans la conversion et le parcours d'achat, souvent tu te dis, il faut enlever le plus de friction, il faut réduire les étapes, etc. Mais en fait, il y a des fois, tu te rends juste compte que bah, du coup, ça dépend de ton cycle d'achat, ton cycle de vente. Quand tu es en B2B ou B2C, c'est pas la même chose, tu vois. Mais en fait, des fois, il faut simplement rajouter des étapes et il faut laisser à la personne le temps de prendre la décision et c'est OK. Et à vouloir aller trop vite, en fait, bah aussi, on peut complètement dégommer son taux de conversion et en fait avoir personne parce que les gens sont pas prêts, sont pas mûrs, ont pas eu le temps. Donc des fois, en fait, il faut pas être trop rapide, il faut juste mettre les bonnes étapes au bon moment. Ce qui est pas facile, mais du coup, c'est encore une fois là le processus itératif pour tester jusqu'à ce qu'on trouve le bon rythme. Et ça a de l'impact aussi, quoi. Trop bien. Écoute, merci Pierre, c'était super intéressant comme conversation. Et avec plaisir, merci pour l'accueil. Où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, les actualités de Marketing Flow? C'est quoi le meilleur moyen Il est possible d'aller sur marketingflow.fr où nous, on a pas mal de ressources gratuites. Du coup, si vous voulez aller jeter un œil, il y a le guide du marketing responsable qui est donc en fait dans l'onglet en haut du site, il y a ressources gratuites, je crois, c'est un onglet. Et du coup, là, il y a 3 ressources. Il y a le guide du marketing responsable où c'est possible de télécharger l'infographie pour avoir le résumé. On a une newsletter qui s'appelle Good Marketing. On en envoie une newsletter toutes les 2 semaines. On partage des exemples marketing d'actions marketing de boîte à impact. On partage un retour d'expérience avec Megan de choses qu'on a testées avec beaucoup de transparence et on partage aussi une strate de croissance. Donc ça, c'est possible. Après, sur LinkedIn aussi, Megan Bouteloup, Pierre Guilbeault, on essaie de partager un peu l'aventure, de donner quelques conseils et points de vue en marketing toutes les semaines en postant. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi, bah, c'est cool aussi, je trouve, de faire une demande de connexion, mais peut-être dans la demande de connexion, de dire j'ai écouté ce podcast-là. C'est toujours cool de savoir pourquoi on se connecte. Donc ne pas hésiter à ajouter ça. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.